Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au-delà du mur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement incontournable du calendrier de la course à pied en Suisse, l'Urban Trail de Lausanne qui aura lieu le dimanche 16 mars 2025. Une course unique qui mêle ville et nature, escaliers et sentiers, efforts et découvertes, avec des parcours de 10, 18 et 31 km qui permettent aux coureurs de redécouvrir Lausanne sous un nouvel angle. Pour nous plonger dans les coulisses de cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Froux, membre du comité d'organisation. Ensemble, nous allons revenir sur l'histoire de cette course, sur ses parcours emblématiques et sur l'engouement exceptionnel de cette année, avec un nombre d'inscriptions en forte hausse. Mais au-delà de l'organisation, Benoît a aussi une histoire personnelle inspirante. Il s'est mis à la course à pied à 30 ans, et c'est presque par hasard, grâce à un ami, qu'il a découvert la course de montagne. Une révélation qui l'a mené aujourd'hui à contribuer à faire grandir l'un des plus beaux trails urbains de Suisse. Que vous soyez déjà inscrit ou que vous hésitiez encore à vous lancer, cet épisode est fait pour vous. Installez-vous bien et bonne écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mon cher invité, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Mais fantastique, merci beaucoup par cette merveilleuse météo. Quel temps il fait chez toi à Lausanne ? Alors, je suis à Genève, en fait. Ah, bah ça commence bien. Donc, je vais reprendre. Quelle météo il fait chez toi à Genève ? Écoute, il fait un temps splendide. Malheureusement, je suis dans des bureaux, donc je ne peux pas en profiter, mais j'en profiterai ce week-end. Ah, ça sent bon ça. Qu'est-ce que tu nous mijotes pour ce week-end ? Ce week-end, je cours les 100 km de la Trace des Maquisards, qui est une course sur France dans l'Ain, entre Ambérieu-en-Bugey et Oyonnax. Course à la gloire des résistants du Bugey. Et donc, la course a été créée il y a 4 ans. Et voilà, la course phare fait 100 km. Et j'en ferai partie. C'est magnifique. Donc, j'imagine que tu sors d'une préparation millimétrée avec passablement de dénivelé et beaucoup de kilomètres. Alors non, justement, non. C'est une course de début de saison où il y a beaucoup de gens qui sont pas assez préparés, qui vont là. Mais voilà, dernièrement, je suis parti 4 jours faire un trek sur 4 jours, équivalent de 170 km pour relancer la machine. Donc normalement, ça devrait aller pour franchir la ligne d'arrivée, qui est mon but principal. Ah ouais, pas mal vouloir franchir la ligne d'arrivée quand on fait un 100 km. Moi, je me dis, ouais, un 10 km, franchir la ligne d'arrivée, je peux y aller sans trop de préparation, mais j'imagine que tu as une certaine expérience dans le trail. Pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas encore reconnu qui tu es dans ta voix, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens en général ? Alors, moi, je m'appelle Benoît. Je suis sur Genève depuis une quinzaine d'années. J'ai aussi habité à Zurich pendant 5 ans. Initialement, je viens du Beaujolais en France. Et puis, je suis un passionné d'aventure et d'extérieur. Et il y a quelques années en arrière, j'ai eu l'idée folle de me lancer dans l'organisation de trails, après moi-même en avoir couru quelques-uns. Et très rapidement, j'ai eu cette envie de passer de l'autre côté et de faire courir les gens. C'était mon envie. Donc voilà, au niveau sportif. Et voilà, effectivement, je suis aussi pratiquant. J'essaye de faire des courses de plusieurs distances, entre 30 et 150 km, entre 20 et 150 km à peu près. Mais je fais aussi beaucoup de sorties sans dossard, de plus en plus, pour profiter des moments en nature et prendre le temps de courir sans la pression du chronomètre. Mhm.
Quand on préparait l'enregistrement de cet épisode, tu m'as indiqué que tu as commencé la course à pied sur le tard. C'était quoi le déclencheur? Alors, j'ai couru étant plus jeune, c'est-à-dire que je faisais du football et en même temps de la course de cross. Je faisais même une double activité et ça m'a même occasionné quelques blessures. Je faisais trop d'activités. Après, avec les études, j'ai ralenti puisque je préférais les nightclubs et les whisky coca. Donc, donc, donc normalement, voilà, j'ai bien profité de ma jeunesse. C'est quand j'ai terminé mes études que je me suis retrouvé avec quelques kilos en trop, que je me suis dit non, c'est pas possible, j'arrive pas à courir plus de 15 kilomètres sans m'arrêter, sans être essoufflé. Et je suis reparti, voilà, tout simplement avec une envie proche de mes 30 ans d'accomplir le marathon de Zurich le jour de mes 30 ans. Et donc un an avant, j'avais fait j'avais clairement passé un contrat avec moi-même en disant je vais me tenir tranquille pendant un an, même réduire voilà, les sorties. J'ai découvert la bière sans alcool, je fumais aisément quelques cigarettes, j'avais arrêté. Et puis le jour de mes 30 ans, j'ai réussi donc à prendre le départ avec une grosse préparation avant. J'ai pris le départ du marathon de Zurich que j'ai réussi à faire en 3h31. J'ai raté mon objectif d'une minute. C'est malheureux, enfin, dommage, c'est toujours de toute manière à quelques secondes près qu'on n'y arrive pas. Pour quelqu'un qui était, alors tu as pratiqué du football quand tu étais plus jeune, et puis ensuite vient la phase de sédentarité pendant les études, phase que je connais, que j'ai également connue. Qu'est-ce qui t'a permis de continuer malgré tout, ou alors heureusement après ce premier gros objectif qui est le marathon de Zurich? Alors, le marathon de Zurich a été une révélation en termes d'efforts longs et en termes de confiance en soi que ce genre d'accomplissement pouvait apporter. Mais je me suis aussi blessé, c'est-à-dire que j'étais mal équipé. J'avais couru avec une paire de chaussures qui n'était pas du tout adaptée à ma foulée ni à ma morphologie, à mon type de course. Et donc quelques semaines après, une fois que les courbatures étaient passées, j'avais essayé de recourir et ça ne marchait pas, quoi. C'est-à-dire que j'avais vraiment mal au genou et donc j'ai commencé à m'intéresser. Je parle de ça il y a déjà 14 ans. Et donc je me suis intéressé à pourquoi j'avais mal. Donc j'ai été courir sur des tapis avec quelqu'un qui était spécialiste des chaussures de running. Et donc j'ai découvert le fait qu'on ne devait pas choisir ses chaussures uniquement sur la couleur, le style, mais en fait vraiment sur la technicité de la chaussure. Et voilà, donc j'ai découvert que j'étais pas un coureur de talons, mais que je devais être un coureur d'avant du pied ou de médio-pied pour pouvoir stabiliser mon genou. Et ça, je ne le savais pas avant. Et donc, c'est vrai que déjà ce premier pas dans la technicité a changé par la suite ma pratique parce que j'ai pu m'inscrire sur d'autres courses. Après, je suis passé au triathlon et j'ai découvert aussi les débuts du trail rapidement, voilà, qui m'ont emmené sur des chemins et qui ont même changé ma pratique puisque je n'ai pratiquement plus fait de route derrière. Entre le moment où justement tu continues à courir après le marathon de Zurich, tu migres progressivement vers le trail, tu participes à des courses. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que tu te dises, bah justement j'ai envie de passer de l'autre côté? Parce que moi, je participe à plein de courses à pied, à plein de trails. Ça fait hyper longtemps que je me dis un jour je vais organiser une course, mais j'y suis pas encore. Donc, donne-moi les clés pour organiser une course demain, ou en tout cas pour me lancer dès demain dans l'organisation d'une course. Pour toi, ça a été quoi le déclencheur? Le déclencheur, ça a été de partir à l'aventure, comme c'est le cas quand quand je trace un parcours pour moi sur 2 ou 3 jours, que je pars avec un sac. En fait, c'est vraiment la découverte qui est géniale. Et donc, je me suis dit en fait les courses en Suisse
le calendrier laisse encore de la place pour des trails, et je m'étais dit, je rêverais de faire courir des gens sur la crête entre Lausanne et Genève, sur les crêtes du Jura. Et puis voilà, c'était comme ça se passe toujours, ou pratiquement toujours. Les idées folles naissent des soirées un petit peu arrosées. J'étais avec un copain et en fait, on a commencé à se chauffer là-dessus. Et on a loué des VTT. On a été voir ce Jura que je connaissais pas du tout. Et on a dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et donc, parfois, en fait, souvent, c'est une velléité. Là, on a été plus loin. C'est-à-dire que pour une fois, vraiment, c'est comme quoi, c'est quelque chose qui m'anime peut-être beaucoup plus que d'autres secteurs d'activité. Et donc là, on a décidé de pousser la porte du service des sports de la ville de Genève et on leur a soumis un projet qui a été reçu. Au départ, ils nous ont demandé qui on était, ils nous ont reçus avec des yeux voilà, très ébahis. Et puis, comme ils ont vu qu'on était quand même assez calés et qu'on avait déjà avancé, que c'était clair dans notre tête, on a été de l'avant. On a été soutenus. En fait, c'est ça aussi. Donc, on est parti d'une idée folle. On a matérialisé la chose. Et ensuite, on a été soutenus. Et puis, on était dans un secteur en plein boom. Le trail, il y a, voilà, encore maintenant. Mais il y a 6-7 ans en arrière, voilà, c'était déjà en plein boom. Donc même les communes étaient très curieuses de savoir ce qu'on avait à leur apporter là-dessus, puisqu'il y avait déjà plein de marathons qui s'organisaient, plein de courses de 20 km ou 10 km, mais les trails n'étaient encore pas trop présents, en tout cas sur cette partie-là de la Suisse. Et c'est intéressant justement que tu parles de ces retombées pour les communes que vous avez traversées avec cette course-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est mesurable encore aujourd'hui ou pas encore? C'est difficile en fait. Bon, euh, on va devoir différencier les trails de montagne et puis les trails urbains en fait. Donc nous, on a décidé de se lancer dans un exercice qui est énorme, qui est de relier deux villes parmi les plus grandes de Suisse, Lausanne et Genève. Puis ensuite organiser un trail uniquement sur Lausanne, donc l'Urban Trail, dont on parlera après. Mais on est différent des courses qui peuvent s'organiser, par exemple, sur des stations de montagne. Je prends un exemple, mais par exemple Crans-Montana, Verbier, euh, que sais-je. Mais l'économie de montagne est en train de changer. Vous avez de moins en moins de neige, ou la saison de neige est de plus en plus courte. Donc, il y a un besoin aussi de continuer à attirer des touristes par les stations. Le trail en fait partie. Le trail est une solution. En ville, personne nous attend en ce qui concerne le trail. Surtout, voilà, entre Genève, on a quand même l'influence de Chamonix à côté, donc on reste un peu dans l'ombre des grands trails. Mais ça a apporté une diversification et surtout le message qui est donné au niveau du trail et des trails urbains, c'est le côté nature. Donc exploiter les côtés nature des villes, parce qu'il y en a et c'est magnifique de courir dans des chemins en ville, juste à côté de la maison. Parfois on se croirait en montagne alors qu'on est à 3 ou 4 kilomètres de la maison. Donc ça, je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup les villes. Les retombées économiques qui pourraient venir, par exemple, de coureurs extérieurs, je n'arrive pas à les quantifier. Ouais, je comprends effectivement qu'il y a pas encore forcément ce lien naturel comme le tourisme de montagne où ça se chiffre forcément en nuitée vu que la station C'est ça. c'est un espace qui est fini donc on sait que tel et tel événement va engendrer une hausse des nuitées contrairement à la ville où en soi effectivement c'est assez sporadique. Les gens ils logent où ils peuvent et puis ils arrivent à se rendre sur le lieu de départ assez facilement même en étant à l'extérieur. Exactement. Mhm. Exactement. Mhm. Ouais. J'ai perçu, quand tu parlais justement du déclic, qu'il y avait un projet de relier Lausanne à Genève, et puis il y a également le projet Urban Trail de Lausanne. Donc, enfin, quel est l'œuf, quelle est la poule, et comment l'un a permis l'éclosion de l'autre? Alors encore une fois, ça vient d'une folie, hein. C'est donc en 2017 que nous avons lancé le premier LG Trail entre Lausanne et Genève pour une distance de 110 km.
Il y a eu à peu près sur les courses, sur les différentes courses déclinées, donc avec différentes distances, on a eu à peu près 1000 coureurs. Et puis dès l'année suivante, en fait, j'ai eu une vision. Je me suis dit, c'est dommage de pas organiser un trail dans Lausanne. Et puisque nous partons de Lausanne, du stade Coubertin, et on file tout de suite au bord du lac, direction Genève. Et en fait, on ne visite même pas Lausanne. Alors que il y a une topographie de la ville qui est absolument parfaite pour faire un trail. Il y a du dénivelé, il y a des chemins. Donc, dès l'année suivante, en fait, je me suis lancé dans l'organisation du LG Urban Trail, qui ne s'appelait pas encore Urban Trail Lausanne, qui faisait uniquement 18 kilomètres. Je crois que j'ai réussi à inventer le tracé, je crois, en moins de 2 semaines. La ville de Lausanne nous a beaucoup soutenu aussi. Ils étaient très intéressés d'avoir un Urban Trail. Et donc, en 2018, on a lancé le premier Urban avec moins de 150 participants en ouverture du LG Trail, c'est-à-dire on faisait partir en nocturne à 19h, je crois, l'Urban Trail de Lausanne, 18 kilomètres, ou 20h, 21h, je me souviens plus exactement. Et puis ensuite, on faisait partir le LG Trail de mémoire à 3h du matin. Et donc, on avait un boulot de balisage qui était énorme, puisqu'on balisait 110 kilomètres jusqu'à Genève, et on s'est rajouté 18 kilomètres de balisage en ville. Et on s'est rendu compte que le balisage en ville est totalement différent du balisage en nature, puisque voilà, il y a des intersections partout, il y a des indications partout, des panneaux partout. Et donc, voilà, la première année a été une année de test. Certains, voilà, il y en a qui s'étaient perdus en ville. C'était pas forcément un super souvenir, mais on a beaucoup appris avec cette première année. Et voilà, depuis, ça s'est jamais arrêté. Et on a beaucoup de plaisir à organiser cet Urban Trail, voilà, qui maintenant se fait depuis 2018. Donc, on sera à la 6e année. Cette année, on a quand même grandi, puisque cette année, on devrait passer normalement les 1000 coureurs. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez justement mettre le projet LG Trail en pause en faveur de l'Urban Trail de Lausanne? Dès la première édition, justement, vous vous êtes dit non, là c'est le futur, et puis il faut mettre en stand-by ce projet-là parce que ça demande trop d'énergie. Non, le projet LG Trail est devenu le projet secondaire pour l'instant. Après le Covid, voilà, clairement, on a pris aussi une année de pause. On s'est relancé après le Covid sur l'urban uniquement. Et en fait, on s'était dit que c'était quand même très confortable pour nous de ne faire que ça pour l'instant. Parce que voilà, moi j'ai mon activité professionnelle aussi à côté. Organiser un ultra trail en soi, c'est un ultra trail. C'est-à-dire que voilà, c'est du travail toute l'année. Donc et beaucoup de pression et beaucoup beaucoup de contacts à avoir avec les administrations. C'est beaucoup de travail. Donc c'est, je pense, un besoin de souffler qui nous a emmené de plus en plus vers l'Urban Trail. Et puis voilà, aussi on est sur un format d'ultra trail qui est en concurrence aussi avec des grands trails de la région. Donc il y a de plus en plus de grands trails qui ont été créés. On a du mal aussi à se faire une place. Donc on avait envie de reproposer quelque chose. Probablement qu'on reproposera l'Ultra Trail Lausanne-Genève par la suite, mais peut-être que sur des éditions anniversaires, c'est possible. Voilà, ouais. On est plutôt, on s'éclate plutôt dans les courses de plus petite distance. Là aussi où il y a plus de participants possibles, lorsqu'on organise une course de 100 ou 110 kilomètres, vous avez peut-être 100 personnes, 150 personnes qui peuvent prendre le départ. Et là, on voit que avec l'Urban Trail de Lausanne, on est autour de 1000, puisque entre 10 et 30 kilomètres, on a plus de personnes qui peuvent courir. Donc, c'est aussi plus sympa, c'est plus vivant. Voilà. Il y a aussi le côté boucle, puisque l'Urban Trail de Lausanne est une boucle.
mais le Lausanne-Genève est une traversée. Mhm. Donc, vous avez un travail de logistique qui est totalement différent. Vous avez un PC mobile, c'est-à-dire que vous faites partir de Lausanne et ensuite vous allez jusqu'à Genève en fermant des ravitaillements, en libérant des personnes. Vous-même, en fait, vous suivez tout le peloton. Donc, c'est une autre logistique. Voilà. Et puis, dernièrement, en termes d'attachement, euh, je vais dire attachement des communes et d'engagement des communes, lorsque vous ne faites que passer, j'ai envie de dire, vous vous intéressez moins les communes que si vous restez, si vous faites une boucle, que vous faites un départ et un arrivée dans la même commune, ou dans le même village, dans la même ville, vous allez beaucoup plus pouvoir fidéliser des institutions, des communes, des partenaires, que si vous ne faites que passer. Bien Donc, sûr. c'était un peu plus compliqué aussi. Au niveau des coureurs, c'est aussi une logistique et c'est plus important au niveau logistique, puisque si vous êtes de Genève, vous prenez le départ à Lausanne, quelqu'un doit vous emmener à Lausanne. Vous prenez le train, vous prenez le bus, ou vous y allez en voiture. Mais si vous allez en voiture, quelqu'un doit ramener votre voiture. Donc, c'est aussi beaucoup plus c'est différent. Voilà. Ah, On est clairement. sur on est sur un format qui est totalement différent. C'était une réponse très longue, hein. Je pourrais y passer la nuit ou la journée, hein, si on devait discuter de tout ça, de tous ces éléments. J'ai quand même passé plus de 6 ans, des heures infinies en montagne pour trouver les bons parcours, que ce soit en VTT ou à pied. Donc voilà, je suis un passionné. Pardon. Mais il ne faut pas. C'est vrai que les réflexions qui amènent justement à cette prise de décision-là, c'est quelque chose de très très lisible et ça permet effectivement, comme tu le disais, pour les villes qui sont traversées, c'est sûr que l'intérêt est moyen parce que finalement tu bénéficies de très peu de visibilité et puis les impacts en termes de retombées sont pas très grands. Par contre, si tu as le départ et l'arrivée au même endroit, ça permet de donner une identité à la manifestation plutôt que chacun essaye de tirer la couverture à lui-même. Donc je comprends aussi tout à fait que cette volonté, ce critère-là vous est encouragé en tout cas à maintenir ou en tout cas à renforcer la partie Urban Trail. Tu disais avant que le nombre d'inscriptions est en train de battre les records cette année. Oui. C'est dû à quoi selon toi? Alors pour discuter avec notre chronométreur qui connaît bien le sujet puisqu'il est en contact avec beaucoup de courses dans le coin. C'est assez global. Donc il y a vraiment une explosion de la pratique et donc les courses de qualité reçoivent des inscriptions qui sont en forte croissance. Nous, par exemple, à cette date, on est déjà à 200% d'augmentation par rapport à l'année dernière à la même date. Donc, on n'est pas complet, mais on sera complet très bientôt. Donc, avant la veille. Hein, nos éditions précédentes, on pouvait s'inscrire encore jusqu'à 2 ou 3 jours avant, même la veille pour certains, ou même sur place. Mais là, ça ne va plus être possible, quoi. C'est-à-dire que on est plein, on sera plein avant. Et puis nous ne sommes pas les seuls. Il y en a même qui sont pleins le jour même. C'est-à-dire que vous avez des courses mythiques qui sont pleines le jour même. Au bout d'1 heure, en fait, les serveurs sautent et vous avez des milliers de coureurs qui se sont inscrits. J'ai entendu une anecdote. Ça se passe sur France, en Bretagne, au trail de l'ultramarin, donc qui est un ultra trail qui court le long des côtes pour 120 ou je crois ou 130 140 kilomètres. Ils ont eu 10 000 inscrits et puis ils ont eu 50 000 personnes sur les listes d'attente. Donc je crois qu'ils ont jamais vu ça. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant. Donc il y a une explosion. La cause, j'ai envie de croire au fait que on a envie de plus en plus de prendre soin de son corps. Il y a aussi l'influence des réseaux sociaux où il faut, voilà, c'est aussi trendy de se mettre en image sur une ligne d'arrivée avec une médaille. Voilà, c'est aussi, je pense, une question d'image.
Bah, pour une fois que les réseaux sociaux nous apportent quelque chose d'entre guillemets vertueux, on va pas dire que que c'est pas bien. Si c'est effectivement une des clés qui explique une clé de lecture, qui explique cet engouement qui n'a en tout cas pas l'air de se tarir effectivement depuis la fin du Covid. Vous, au niveau du comité Alors ouais, d'organisation, si je peux juste commenter ça, parce que c'est ouais. quand même important. Mhm. Alors c'est effectivement pour les courses, c'est vrai que lorsque vous devez, surtout pour les jeunes courses, celles qui se lancent ou celles qui se sont lancées, c'est vrai qu'au départ vous savez pas du tout si votre course elle va plaire. Donc en fait il y a quand même un budget. Vous avez une part de risque qui est là. Vous avez un budget à respecter. Si vous avez vos charges qui sont pas couvertes parce que vous avez personne qui veut courir votre course, vous pouvez fermer boutique au bout de. Peut-être vous essayez un an, 2 ans, au bout de 2 ans, vous voyez que votre course ne marche pas, ou vous arrêtez. Mais pour vous avez les courses aussi, comme je le disais, les courses historiques qui sont pleines des mois à l'avance. Mais c'est aussi un problème pour les coureurs eux-mêmes, où en fait vous devez planifier votre saison bien avant. Mhm. C'est-à-dire quand même, j'ai même entendu quelqu'un dire qu'il faudrait déjà planifier sa saison 2026 maintenant. Parce que quand vous arrivez à la fin de l'année, voilà, on a fait une belle saison, ensuite on fait une petite pause hivernale, on mange, c'est très bien, on va à la neige, on se relâche un petit peu, et puis là de nouveau on commence à voir le printemps arriver, et là on se dit ah bah tiens je vais m'inscrire à des courses, sauf qu'en fait elles sont toutes complètes. Oui. Donc on n'arrive plus même à dire voilà je vais me faire un planning de course où je vais commencer par un 5 km, après un 10 km, et puis mon objectif c'est peut-être de faire un semi-marathon, un marathon ou un 30 km au mois de septembre. Il faut planifier ça avant, parce que si vous pensez pouvoir le faire à partir du mois d'avril, la plupart des courses, vous êtes déçus parce que la plupart des courses que vous vouliez faire, que vous aviez en tête, elles seront déjà complètes. Mhm. Donc c'est bien, parce que les gens courent, les gens font l'exercice. On est d'accord que pour la société, on combat l'obésité, on combat la dépression, on combat pas beaucoup de choses. Pour les organisateurs, c'est bien puisque vos courses sont complètes, donc au niveau budgétaire, c'est bon. Mais ça veut dire voilà, c'est comme au restaurant en fait. Vous voulez dîner dans un restaurant, c'est le restaurant dans lequel tout le monde veut aller. Vous êtes obligé de réserver 3 mois à l'avance. Donc c'est bien ou c'est pas bien, je n'ai pas la réponse. Mhm. Et au niveau de cette croissance, justement, vous avez le confort de vous dire, bah, c'est bon, c'est une édition qui va fonctionner en termes de participation, donc l'ambiance sera là, la dynamique sera là, les finances vont suivre aussi. Mais comment est-ce que déjà, vous faites pour ne pas vous endormir en vous disant, bah nickel, c'est bon, notre réputation est établie et puis les gens maintenant ils vont venir chaque année. Et surtout, question subsidiaire, comment est-ce que vous faites pour gérer cet afflux de 100% de personnes en plus par rapport à l'année précédente? Ouais. Alors nous, notre stratégie, ça a été toujours de grandir par palier. Parce que notre grande peur, c'était de rater le côté organisationnel. J'ai bloqué un petit peu. Donc, pourquoi? Parce que en fait, si vous pouvez, si vous faites une course, vous créez votre course, vous avez 100 personnes. L'année d'après, vous pouvez avoir 1000 personnes. C'est pas du tout la même organisation. Donc, potentiellement, ça a marché pour 100 personnes, ça ne marchera plus pour 1000. Peut-être au niveau de l'accueil, des dossards, au vestiaire, au ravitaillement. Votre course qui était fluide, maintenant il y a des bouchons. Donc voilà. Donc en fait, nous on a toujours décidé de grandir par palier. L'année dernière, on était donc à 650 inscrits et en fait, on avait limité la course parce qu'on avait eu peur d'aller un peu plus haut. Et en fait, l'année dernière, on s'est même fait la réflexion pendant l'événement. Mince, il y a tout qui roule, c'est même trop simple. Et on avait limite regretté d'avoir bloqué et, voilà, et d'avoir dû dire non à certaines personnes à la fin. Donc cette année, on a décidé, et puis voilà, c'est aussi un challenge qu'on a entre nous, c'était de passer les 1000 personnes. Mais on a un objectif et on veut pas en sortir, c'est qu'on veut garder une qualité organisationnelle. C'est hyper important. L'accueil, on veut rester un événement convivial. On veut que chaque participant ou les bénévoles le ressentent et qu'ils sont bien traités.
que voilà, vous passiez le meilleur des moments et qu'on soit pas dans une usine, quoi. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Et donc cette année, avec la création du 10 km qui part plus haut en ville de Lausanne, on pense qu'on a la possibilité, voilà, d'intégrer plus de coureurs. Mais ça veut pas dire que ça ira au détriment de la qualité de l'organisation. Donc on grandit par palier. Mhm. C'est très sage. On sent la sagesse quand même dans cette réflexion. Et tu as parlé du fameux 10 km. Ça me permet de rebondir justement sur les différents parcours que vous proposez pour cette course. Donc, toutes les distances vont partir du même endroit, j'imagine. Non, non. Les deux distances historiques, 18 et 31 km, partent du stade Coubertin pour revenir au stade Coubertin, donc faire une boucle. Et le 10 km partira plus haut en ville de Lausanne, au niveau de l'école primaire de la Sala, donc pratiquement au niveau de Sauvablin. Et donc, ils n'auront pas une boucle. Eux, ils vont donc avoir un lieu de départ et un lieu d'arrivée différent. Ils arriveront au stade de Coubertin, là, au lieu d'arrivée de toutes les courses. Et voilà. Donc c'est une nouveauté. On pense que il y a euh, qu'on va avoir beaucoup de succès sur cette course plus courte. Moi, qui ai tendance toujours à avoir plus grand, pour une fois, j'ai vu plus petit. C'est-à-dire, j'avais même l'idée de créer un maxi urban trail de 50 kilomètres. En fait, je me suis dit, bon, il faut arrêter peut-être de toujours essayer de voir plus grand et de donner la chance à, voilà, peut-être des personnes qui veulent courir ou plus rapidement ou sur une distance plus courte, de pouvoir s'essayer sur un format trail urbain. Mm. Donc c'était voilà. Donc et on est très content puisque on a un peu plus de 150 personnes pour l'instant. On va limiter entre 200 et 250 pour cette première année, puisque on doit aussi voir au niveau du lieu d'accueil si on peut absorber encore une fois le flux. Donc c'est pour ça qu'on démarre aussi doucement. Mais surtout, on est aussi très content puisque nous avons une participation féminine qui est plus importante. On est à 60% sur le 10 km. On est à 40% sur le 18 et on est à 20% sur le 31. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir équilibrer aussi notre public et ça nous réjouit. C'est effectivement réjouissant, ouais. Au niveau des highlights du parcours, Lausanne, c'est une ville effectivement qui est en pente, donc le dénivelé, je pense que c'est pas trop compliqué pour en trouver. Mais c'est quoi les hauts lieux qui seront traversés ou visités par les participantes et participants? Alors, si je prends le grand parcours, hein, on va dire le grand parcours ou le parcours de 30 km ou de 18, qui verront le plus d'images, qui visiteront le plus de lieux. Donc, il y a déjà toute une partie qui longe le lac, à peu près sur 3 km jusqu'à Ouchy. Nouveauté cette année, nous allons passer par le musée olympique. Donc là, on va pouvoir s'essayer dans les marches du musée olympique à la descente. Ensuite, on a tout le sentier du renard, qui est aussi connu sous le nom du sentier de la Vuechère, jusqu'à la Sala. Ensuite, nous avons les fameux escaliers de Sauvablin, les terribles escaliers de Sauvablin, une centaine d'escaliers qui vraiment marquent les cuisses. À ce niveau-là, en fait, on a le 31 km qui part pour une boucle de 14 km sur le Mont-sur-Lausanne, Cugy et Palinges, et puis donc qui reviennent sur ces escaliers. Tout le monde, les trois courses auront droit à monter les marches des escaliers de Sauvablin. Ça, on va vraiment faire pour. Ensuite, donc on a un tour dans le parc de Sauvablin, et ensuite on va redescendre en ville. Là, on sera vraiment donc dans des singles. C'est vraiment très orienté trail. Les descentes, vous êtes à 200 mètres ou 300 mètres de la cathédrale. Vous avez l'impression d'être dans un sentier de montagne. Donc c'est assez incroyable. Après, donc vous avez les escaliers du marché. Vous retournez en ville, vous traversez le pont Chaudron, la vallée de la Jeunesse, et puis enfin vous arrivez pour un ravitaillement et donc une assiette de risotto qui sera offerte
bien méritées, ainsi que des boissons à l'arrivée, avec une belle fête à l'arrivée au Stade Coubertin. On espère avoir beau temps. D'habitude, on va essayer de ne pas se porter la poisse. D'habitude, j'organise toujours des événements plus ou moins dans le beau. On n'en parle pas, mais on croise les doigts. Je suis sûr que ça va le faire. On est aujourd'hui, donc c'est la Saint-Valentin, on est le vendredi 14 février quand on enregistre l'épisode. La course aura lieu dans un mois. Où est-ce qu'elle en est, l'organisation? Ah, nous, on est chaud. euh, on maîtrise bien notre événement, donc en fait, on répète d'une année sur l'autre pas mal de choses. Le grand défi, bien sûr, c'est le recrutement de volontaires et de bénévoles. Donc, voilà, on a une équipe qui revient d'année en année, mais il faut toujours doubler ou tripler les postes. Voilà, nos prestataires sont prêts. Il n'y a plus qu'à, en fait, hein, vraiment, voilà, on est vraiment très motivés. Nous, l'événement commence déjà maintenant, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est plutôt ça en fait quand on dit où on est où dans l'organisation, c'est qu'en fait nous on a déjà un petit stress qui commence à arriver. Typiquement, on fait des rêves. Donc moi, je fais le rêve. J'ai plutôt un cauchemar d'ailleurs. Je fais le rêve en fait que donc je suis sur la course, je suis en train de parler au micro puisque je fais un briefing, etc. Et puis au moment où je fais le briefing, je me rends compte que on a oublié d'aller baliser. Voilà. Et donc ça, c'est un cauchemar que je fais, mais tous les ans. C'est-à-dire que voilà, je fais ça. Et ma collaboratrice Laetitia, qui est à la coordination, elle, son cauchemar, c'est qu'elle a oublié d'acheter la nourriture pour les ravitaillements. Voilà. Pas de risotto à l'arrivée. Ouais, ouais, non, il y a tellement de choses à penser, donc voilà, c'est pour ça que faire des pauses aussi, donc sur des organisations, par exemple le LG Trail, si un jour on décide de repartir dans l'organisation du LG Trail, on aura du mal parce que vous pouvez oublier en fait certaines choses, même si vous les notez. En fait, il y a une continuité qui est là, ça devient une sorte d'habitude et d'automatisme. Mais si vous faites des pauses, vous oubliez ces automatismes. Donc voilà. Mais on est prêt. On est fin prêt. C'est réjouissant. Pour les personnes qui hésitent encore à s'inscrire, est-ce que on peut déjà les soulager en termes d'organisation? Donc, par exemple, la logistique, le matériel obligatoire et les recommandations, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui, maintenant, pour le jour J? Qu'est-ce qu'ils doivent prendre avec eux? Alors, déjà, il faut savoir que je suis un perfectionniste. Donc, on a listé sur le site pratiquement toutes les informations. Donc les lieux de rendez-vous avec le pointage Google Maps, vous avez la liste du matériel, vous avez les horaires, vous avez absolument tout. Et ça, c'est quelque chose vraiment, j'essaie de travailler au maximum sur nos supports, en l'occurrence le site. Parce que c'est vrai que voilà, moi-même en tant que pratiquant, c'est insupportable d'arriver voilà, d'être au départ d'une course et puis de manquer d'informations. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une dizaine de jours avant la course, et ça encore une fois, on est assez peu nombreux à le faire, on envoie un guide coureur ou alors ce qu'on appelle aussi un roadbook, et il y a toutes les informations dedans. Donc ça, c'est la Bible. Et on a encore parfois certains coureurs qui nous posent des questions 2 jours avant la course. Où est-ce que je peux retirer mon dossard? Donc moi, ça me fait rire ou pas. mais voilà, il y a toujours voilà, c'est toujours compliqué de parfois pour certaines personnes d'aller lire les informations qui sont évidentes. Mais nous on tient vraiment à ce que ça soit clair, en tout cas au niveau organisation. En termes pour revenir à ta question. En termes de matériel obligatoire, c'est vraiment très très simple, puisqu'on est en ville, on peut pas forcément voilà, pas se mettre en danger, à part nous, le gros danger en fait c'est plutôt la circulation. On va simplement demander aux participants de venir avec un gobelet,
pour pouvoir boire sur les ravitaillements et puis nous ne plus proposer de gobelets jetables. Je crois que voilà, c'est clairement dans ce que beaucoup d'organisateurs font aujourd'hui, et on est dans cette tendance depuis pas mal de temps. Et puis un téléphone portable, voilà, au cas où il y a un souci, au cas où une personne ne souhaite pas continuer. Et puis à ce moment-là, il faut nous envoyer un petit message en disant j'abandonne. Ça nous évite en fait de s'inquiéter et de dire il y a une personne qui est pas là, quoi. Donc tous les ans, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont abandonné et qu'on n'est pas au courant. Mais voilà, c'est tout au niveau des matériels, du matériel qu'on demande. Avant on demandait beaucoup plus, mais on a envie de aussi laisser se responsabiliser les personnes. On donne des indications, par exemple, aussi sur le site en disant nous vous conseillons de vous habiller avec une veste chaude, avec un tour de cou, avec des gants en fonction de la météo du jour, en fonction des conditions météo des jours précédents. On peut aussi avoir besoin d'adapter ses chaussures. Nous on conseille de venir en chaussures de trail parce qu'on a quand même des passages qui peuvent être très glissants, même si on a 50% de goudron et puis à peu près 50% de chemin. Les chemins peuvent être très glissants. Et pour terminer, j'ai oublié. J'avais autre chose à dire, mais je viens d'oublier. Est-ce que les bâtons sont autorisés? Voilà. Alors merci. Et tu m'enlèves les mots de la bouche. Merci, merci Hugo, c'était ça. Non, n'autorisons pas les bâtons pour plusieurs raisons. Ce sont des petites distances. On ne pense pas que ça soit vraiment très nécessaire. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, les bâtons, ça fait quand même beaucoup de bruit. Donc, on sera dimanche matin, on va passer proche des habitations, clac, 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 répété par 900 personnes 1 million de fois, ça peut déranger le voisinage. Et puis aussi le risque de rayer des voitures. Voilà. Donc, on a décidé, pour toutes ces raisons, de ne pas accepter les bâtons, et c'est une pratique courante dans les urban trails. L'événement donc a lieu dans un mois. Donc tu as lancé un appel aux bénévoles que je répète encore aujourd'hui. Donc je mettrai en lien dans la description de l'épisode le lien vers le site internet pour les personnes qui veulent lever la main pour donner un coup de main à cette merveilleuse course. Donc la course aura lieu le dimanche 16 mars 2025. Et puis apparemment il faut se dépêcher parce que il reste plus beaucoup de dossards. Exactement, oui, on a à peu près 80% de remplissage sur le 31 km, 85% sur le 18 et 55% sur le 10. C'est magnifique, donc le sentiment d'urgence est encore rappelé. Je te remercie infiniment Benoît de nous avoir raconté ton histoire du coureur du dimanche à organisateur de course, qui est peut-être encore un coureur du dimanche. C'est un parcours vraiment inspirant, je te remercie infiniment pour ton partage et je te souhaite un superbe événement. Écoute, je te remercie pour ton accueil. Je terminerai simplement par une petite réflexion. Tu m'as demandé aussi pourquoi j'organisais des courses. Je crois que j'organise des courses aussi parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas les gagner. Donc je me suis dit, pour monter sur un podium, il va falloir que je puisse remettre une coupe à quelqu'un que moi-même j'ai fait courir. C'est une très belle approche et c'est un moyen effectivement de toucher des trophées chaque année. Je vais décidément y réfléchir, mais c'est une très très belle conclusion. Je te remercie infiniment Benoît. Et puis je te souhaite une très belle course demain, le Trail des Maquisards. Donc demain, ça sera samedi 15 février. Donc je te souhaite une superbe aventure. Merci, longue vie à ton podcast. Merci beaucoup pour ton invitation et j'espère qu'on se reparlera ou tu me réinviteras si j'ai été bon dans les prochaines années. Tu as été excellent. Merci Hugo. À bientôt Benoît. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.